bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Et si je vous disais qu'un seul voyage pouvait changer la façon dont l'Europe voit le monde? C'est ce qu'a accompli Marco Polo en partant de Venise vers les confins de l'Asie. Marco Polo naquit dans une famille de marchands vénitiens dont l'activité commerciale rayonnait déjà bien au-delà des eaux de la Méditerranée. Son père, Niccolo Polo, et son oncle, Maffeo Polo, avaient entrepris plusieurs voyages en Orient plusieurs années avant sa naissance, forgeant des liens précieux avec des puissances lointaines et inconnues aux yeux des Européens. Venise, à la fin du XIIIe siècle, s'imposait comme une république maritime prospère, animée par un commerce intense et une organisation politique complexe. Elle bénéficiait d'une position géographique stratégique, à la croisée des routes terrestres et maritimes, attirant marchands, diplomates et aventuriers. L'arrière-plan politique de Venise se caractérisait par une stabilité relative. La ville, dirigée par un doge et un conseil oligarchique, contrôlait étroitement les flux commerciaux, mettant en place des structures fines pour protéger ses intérêts. La concurrence avec Gênes et d'autres cités italiennes était vive, incitant les marchands vénitiens à rechercher sans cesse de nouvelles voies et de nouveaux produits. Le commerce avec l'Orient constituait une ressource fondamentale. Épices rares, soies raffinées, pierres précieuses et porcelaines traversaient des milliers de kilomètres avant d'arriver sur les marchés vénitiens, alimentant la richesse de la cité. Le contexte économique de cette époque explique en partie la décision des Polos de se lancer dans l'aventure. Plusieurs facteurs rendèrent cette entreprise nécessaire et possible. Les guerres fréquentes sur les routes traditionnelles, notamment l'instabilité politique dans certaines régions, relevaient la difficulté de circuler en toute sécurité. Par ailleurs, la demande européenne pour les produits asiatiques croissait rapidement, mais les coûts et les délais des échanges rendaient ces biens très chers. Trouver un passage alternatif et direct vers la Chine, où la cour de Kubilai Khan représentait un espoir immense pour développer des liens commerciaux plus efficaces. Le prestige de la famille Polo s'appuyait non seulement sur sa fortune, mais aussi sur ses liens diplomatiques. Niccolo et Maffeo avaient noué une relation particulière avec Kubilai Khan, le grand souverain mongol qui dirigeait une vaste partie de l'Asie. Ce dernier, intrigué par l'Occident, autorisa l'entrée de marchandises vénitiennes dans ses domaines. Cette ouverture offrit à la dynastie Polo une opportunité sans précédent. Dans ce contexte, la naissance de Marco Polo s'inscrit comme une étape clé pour la transmission des savoirs, des langues et des expériences liées à l'Orient. La société vénitienne de cette période était également marquée par une grande vitalité culturelle et technique. Les artisans excellaient dans la production de verreries, de textiles et d'objets d'art. Produits qui faisaient voir la supériorité économique et l'attractivité de la cité. Cette capacité à innover et à s'adapter favorisait l'expansion commerciale. Par ailleurs, Venise était un carrefour intellectuel où circulaient des récits, des cartes et des documents venus de partout. Il existait donc une conscience collective de l'importance des territoires lointains, même s'ils restaient largement méconnus. Politiquement, la République de Venise développait un réseau d'alliances solides avec d'autres puissances de la Méditerranée. Elle cultivait des relations commerciales avec les Byzantins et les Maures, ouvrant des portes vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Ce maillage d'intérêts créait un effet de levier pour les initiatives plus audacieuses, comme les voyages vers l'Asie centrale et la Chine. Les marins vénitiens s'appuyaient sur une tradition maritime ancienne, privilégiant la connaissance des courants, des vents et des zones portuaires stratégiques. Le courage et la curiosité des Polos reflétaient ce climat dynamique. Leurs projets s'inscrivaient dans une logique économique autant que dans une quête humaine de découverte. En contemplant les cartes de leur temps, ils savaient que de vastes territoires étaient encore cartographiés de façon approximative. Les récits des marchands arabes et persans
apportèrent parfois des informations fragmentaires sur les peuples de l'Est, les étendues désertiques ou les chaînes de montagnes à traverser. Toute cette toile de connaissances incomplètes façonnait leur démarche. Les raisons de leur départ reposaient aussi sur des considérations stratégiques. Le contrôle mongol sur la route de la soie assura une certaine sécurité pour les voyageurs, ce qui fut déterminant pour franchir ces distances immenses. Alors que les tensions en Europe limitaient les initiatives au-delà des mers proches, l'Asie orientale apparaissait comme une terre d'opportunités inexploitées. Il s'agissait de comprendre les usages économiques et politiques de ce vaste empire, d'établir des relations commerciales fructueuses et, enfin, de rapporter des connaissances et des marchandises rares. Ce tableau historique permet de saisir l'environnement complexe au sein duquel Marco Polo grandit et se prépara pour son futur voyage. Sa famille, solidement implantée dans le tissu commercial de Venise, incarna cette ouverture au monde caractéristique du XIIIe siècle européen. Leurs préparatifs, le choix des partenaires et la prise de risque témoignèrent d'une période où les mondes s'enchevêtraient progressivement, annonçant une ère d'échanges et de transformations profondes. Cette convergence de facteurs politiques, économiques et culturels expliqua l'audace à entreprendre un périple aussi long et périlleux. La trajectoire vénitienne des polos fut à la fois reflet et moteur des bouleversements de leur temps. La position de Venise comme lien entre l'Europe occidentale et les royaumes asiatiques appuya leur mission d'exploration et de commerce. L'équilibre entre pragmatisme économique et curiosité intellectuelle caractérisa leur approche, fondant les bases du récit qui allait marquer la postérité. Au-delà de la simple narration, ce contexte invita à comprendre les flux humains et commerciaux qui transformèrent durablement la connaissance du globe. Les expéditions des polos ne furent pas des aventures isolées, mais incarnèrent un moment clé dans la mise en relation des civilisations. Leur succès et leurs récits contribuèrent à renouveler les représentations européennes de l'Orient, ouvrant la voie à des échanges plus étroits et complexes au cours des siècles suivants. Alors que l'histoire de la famille et de la cité vénitienne s'achève sur ce panorama, la voie était désormais tracée pour le grand départ vers l'Est. Marco Polo, héritier d'une tradition marchande et diplomatique, s'apprêtait à rejoindre des horizons encore largement méconnus. Son voyage allait dépasser les simples enjeux matériels. Il allait modifier la perception du monde et influer sur la cartographie et les savoirs des générations à venir. La suite de son parcours révèle ainsi une série d'étapes décisives. Le départ pour l'Orient. Le départ vers l'Orient débute au sein d'une Venise florissante à la fin du XIIIe siècle. Marco Polo, alors jeune garçon, accompagne son père Niccolo et son oncle Maffeo dans un périple hors du commun, destiné à renouer des liens commerciaux oubliés avec l'Est lointain. Cela fait déjà plusieurs années que les deux aînés ont voyagé auparavant vers les contrées mongoles, rapportant des récits fascinants, ce qui convainc la famille Polo d'entreprendre une nouvelle expédition d'une ampleur jusque-là inégalée pour des marchands occidentaux. Le trajet prévu s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres à travers des régions souvent inexplorées ou peu connues des Européens. Le groupe quitte Venise muni de provisions adaptées, comprenant étoffes, épices et objets précieux destinés à favoriser les échanges et à impressionner les souverains qu'ils espèrent rencontrer. Le chemin les conduit d'abord à travers le nord de l'Italie, puis au-delà des Alpes, embrassant peu à peu le vaste empire mongol sous la domination de Kubilai Khan. Les premières étapes sont marquées par une évolution notable des paysages et des cultures traversées. La plaine lombarde et les monts alpins cèdent la place à des territoires plus sauvages, où la nature impose son rythme aux voyageurs. Chaque village rencontré offre une mosaïque d'usages et de langues, souvent influencée par le passage des marchands et des messagers des grandes routes. La poussière des chemins, le climat changeant et la rudesse des nuits éveillent progressivement les sens de Marco Polo à ces réalités nouvelles. Le voyage emprunte ensuite la célèbre route de la soie, qui n'est pas seulement une voie de commerce, mais aussi un corridor de rencontres entre civilisations. Des caravansérails accueillent les voyageurs. Souvent dans des cités fortifiées ou peuples mongols,
Turcs, Persans et Chinois foulent les mêmes rues. Cette multiplicité culturelle étonne les membres de l'expédition, habitués aux coutumes européennes, découvrant ainsi une véritable globalisation avant l'heure. Chacun de ces lieux offre des occasions d'échange, non seulement de marchandises, mais aussi de savoir. Les conditions du déplacement sont éprouvantes. Le climat varie des chaleurs intenses des déserts d'Asie centrale au froid rigoureux des montagnes. Les longues journées passées à cheval ou en caravane obligent les polos à s'adapter à une vie rythmée par la nature et les saisons. La discipline et la solidarité au sein du groupe deviennent essentielles pour faire face aux difficultés, notamment les attaques sporadiques de bandits ou les obstacles naturels imprévus. Ces situations forgent le caractère du jeune Marco, éveillant en lui la persévérance nécessaire pour ce périple. L'arrivée sur les terres mongoles donne lieu à de premières impressions fortes. La présence massive de cavaliers nomades, la taille des armées et la complexité des structures administratives surprennent les voyageurs issus d'une Europe féodale. Les Mongols, bien que redoutés pour leur expansion militaire, ont imposé un ordre et une organisation favorisant le commerce et la communication sur un territoire immense. Ce système permet une circulation relativement sûre des marchandises et des informations, ce qui motive les polos à poursuivre leur route vers la cour impériale. Les récits des voyageurs précédents, souvent entremêlés de légendes, parlaient d'un empire fabuleux, regorgeant d'or et de richesses inouïes. Concrètement, la réalité montre un monde de contrastes où la splendeur côtoie la rudesse, où le raffinement des palais s'oppose à la simplicité des campagnes. Cette diversité marque un tournant dans les représentations européennes de l'Est, jusqu'alors empreintes d'incertitudes et d'idées souvent fantasmées sur les contrées lointaines. Les polos deviennent ainsi les premiers témoins directs d'une civilisation majeure. L'expédition poursuit son chemin en traversant des étapes majeures telles que la ville de Samarcande, véritable carrefour des échanges depuis des siècles. Là, Marco Polo observe les pratiques marchandes diversifiées, ainsi que les innovations technologiques liées à la fabrication de la soie, la métallurgie ou la cartographie. Chaque halte permet d'enrichir le savoir qu'il rapporte, mais aussi de comprendre les dynamiques politiques à l'œuvre sous la puissance mongole, recentrant ainsi l'attention sur l'importance de maîtriser des alliances stratégiques. Le décor change progressivement en approchant des frontières de la Chine, pays aux traditions millénaires. Les temples, jardins et infrastructures spectaculaires témoignent d'une civilisation dotée d'une organisation administrative sophistiquée, ainsi que d'un savoir-faire technique remarquable. Ces observations nourrissent les aspirations intellectuelles de Marco Polo, déjà fasciné par la conception de l'espace et le rôle des échanges culturels. Cette richesse s'exprime également dans la diversité des populations rencontrées, où plusieurs langues et religions cohabitent. Cette longue route d'abord médiévale voit ainsi la consolidation d'un espace eurasiatique où économie, politique et culture s'entrelacent. Les polos deviennent des acteurs de ces réseaux complexes, apportant avec eux une curiosité intellectuelle doublée d'une expérience pratique unique pour leur époque. Ce voyage n'est pas seulement commercial, il est aussi une immersion progressive dans un univers pluriel, essentiel pour comprendre le basculement des représentations géographiques du monde depuis l'Europe occidentale. Leurs relations avec les Mongols, notamment avec des dignitaires proches de Kubilai Khan, sont empreintes d'une certaine diplomatie et d'une gestion fine des codes sociaux. Ces contacts donnent accès à des cercles de pouvoir jusque-là fermés aux étrangers, montrant la volonté des souverains mongols d'intégrer savants et marchands dans leur vaste projet impérial. Cette confiance relative favorise la mission des polos, qui servent d'intermédiaires entre l'Orient et l'Occident, anticipant ainsi le rôle des futurs explorateurs européens. Progressivement, les histoires relayées par la famille Polo s'installent comme une source précieuse pour leurs contemporains. Ces premiers témoignages directs sur l'Asie orientale offrent une perspective nouvelle, contrastant avec les récits mythiques transmis jusque-là uniquement par voie orale ou manuscrits d'origine variable. En témoignant de réalités tangibles, ils posent les bases d'une connaissance plus rationnelle et détaillée
qui pourrait bouleverser les représentations géographiques et culturelles en Europe. Le périple de Marco Polo a ainsi pour origine ce départ préparé avec soin à travers un monde en pleine mutation. Il engage une jeunesse curieuse à la découverte d'une complexité nouvelle, entre défis matériels et rencontres humaines multiples. La longue traversée d'Asie centrale sous la domination mongole constitue une étape décisive, où le rapport à l'espace, au temps et à la différence culturelle s'invente pour un occidental éloigné de ses repères habituels. Le cheminement effectué par la famille Polo entre Venise et la Chine matérialise cette dynamique historique à l'œuvre. Un approfondissement des liens entre l'Occident et l'Orient grâce aux voyages et aux échanges commerciaux. Leur aventure à travers le cœur de l'Empire mongol marque une ouverture majeure, annonçant un déplacement des horizons et une transformation des regards sur le monde. Ce départ constitue ainsi l'amorce d'un récit fascinant, que je poursuivrai en décrivant la rencontre avec Kubilai Khan et le séjour à sa cour impériale. La traversée de l'Asie centrale. Traverser l'Asie centrale représente pour tout voyageur un défi majeur, surtout à l'époque de Marco Polo, lorsque les connaissances géographiques demeuraient fragmentaires et souvent inexactes. Cette vaste étendue de terre s'ouvre sous le ciel immense, révélant un paysage de steppes infinies, de plaines herbeuses et de déserts arides. Ces régions offrent un contraste frappant entre la douceur apparente de leurs prairies et la rudesse de leur climat, marqué par des vents parfois violents et des variations thermiques extrêmes. Le parcours de Marco Polo dans ces terres s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, traversant ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan. Il avance à travers des oasis isolées, véritables havres de vie au milieu du désert, où les caravanes trouvent de l'eau et du repos. Dans ces lieux, les communautés locales vivent selon des traditions anciennes, souvent semi-nomades, dépendant du commerce caravanière et de l'élevage. Leur culture reflète un mélange complexe d'influences perses, turques et mongoles, visibles dans leur langue, leurs costumes et leurs pratiques sociales. Les grandes steppes, où pâturent les troupeaux de chevaux et de moutons, sont habitées principalement par des peuples nomades au mode de vie mobile. Ces derniers possèdent une connaissance approfondie de leur environnement, maîtrisant les routes et les ressources vitales. Les pas de Marco Polo suivent les sentiers relégués à la marge des bêtes, signant ainsi un respect tacite pour les traditions locales. La discipline de ces populations et leur aptitude à survivre dans un milieu exigeant ont grandement influencé la précision des récits du voyageur, qui s'attardent souvent sur leurs coutumes et leur mode d'organisation sociale. Les routes empruntées par Marco Polo s'inscrivent dans le réseau du commerce de la fameuse route de la soie, véritable artère reliant l'Orient à l'Occident. Ces pistes, encombrées à certaines périodes par des caravanes chargées de tissus précieux, d'épices et de métaux rares, sont aussi le théâtre d'échanges culturels importants. Sur ces voies, le contact entre marchands venus d'horizons divers est quotidien, contribuant à une circulation constante d'idées et de savoirs. Les marchés temporaires surgissent au carrefour des caravanes et deviennent autant des lieux d'affaires que de rencontres interculturelles. Dans certains passages difficiles, les voyageurs doivent affronter des conditions géographiques particulièrement hostiles, comme les déserts de sable et de cailloux. Ces espaces, dont l'étendue semble sans fin, présentent des obstacles redoutables, notamment le manque d'eau et la chaleur écrasante. La connaissance précise des emplacements des puits et des oasis est alors vitale pour la survie. Marco Polo témoigne dans ses récits de cette nécessité d'une logistique rigoureuse, reposant sur des guides locaux et une préparation minutieuse des provisions. Ces épreuves contribuent à forger la solidité physique et mentale des voyageurs. Les peuples rencontrés diffusent leurs croyances religieuses diverses, ainsi que leurs pratiques rituelles, qui marquent le visage spirituel de la steppe. On y observe des influences zoroastriennes résiduelles, mêlées aux embruns de l'islam qui s'étendent lentement dans la région. De plus, les Mongols, dont l'expansion détermine en grande partie les déplacements politiques, imposent leur autorité souveraine sur une portion significative de l'Asie centrale. Leur mode d'organisation impériale
et leur vision du pouvoir contrastent avec les structures plus éclatées des communautés sédentaires. La présence mongole se manifeste aussi dans le système des relais qui facilite la communication et le ravitaillement des voyageurs. Ces stations, appelées YAM, permettent un approvisionnement régulier et l'échange d'informations sur l'état des routes. La méthode stricte d'organisation du réseau YAM illustre l'efficacité des Mongols en matière d'administration et de logistique. C'est grâce à ce système que des personnalités comme Marco Polo ont pu bénéficier d'une relative sécurité pour traverser des régions autrement inhospitalières. Cette infrastructure a grandement contribué à la réussite de leurs entreprises lointaines. Marco Polo note également la diversité linguistique rencontrée sur son chemin. Entre les dialectes turcs, les langues iraniennes et les idiomes mongols, la multiplicité des parlers souligne la complexité culturelle de la région. Cette diversité représente un défi pour toute communication, mais aussi un enrichissement intellectuel lorsque les échanges aboutissent au dialogue. Le témoignage du voyageur souligne sa capacité d'adaptation et sa volonté d'apprentissage, facteur clé de l'efficacité de ses relations avec les populations autochtones. Cet aspect participe à la richesse du récit, exempt de jugements simplistes sur les sociétés rencontrées. Chaque arrêt dans les villages ou les campements temporaires fait l'objet d'observations détaillées sur les habitations, l'organisation sociale et les pratiques économiques. Les constructions traditionnelles de type yourte, circulaires et démontables illustrent parfaitement les nécessités imposées par la mobilité des groupes nomades. Ces habitats témoins d'une ingénierie adaptée au climat et au mode de vie fournissent des opportunités d'études sur l'équilibre entre l'homme et son environnement. Marco Polo, en observateur attentif, relate ces détails avec précision mais sans emphase, valorisant une approche documentaire. Les interactions entre marchands européens et autochtones mongols et turco-mongols soulignent un phénomène de syncrétisme commercial, mais aussi culturel. Malgré la langue souvent incompréhensible et les barrières sociales, les relations diplomatiques s'établissent, permettant l'échange de cadeaux, d'informations et parfois de conseils pour les étapes suivantes du périple. Le voyageur mentionne ainsi des personnages influents, des intermédiaires facilitant ces contacts indispensables, illustrant la complexité des relations internationales à l'époque. Ces réseaux dépassent largement le cadre strictement commercial et s'inscrivent dans une dynamique géopolitique plus vaste. La rigueur imposée par ces conditions de voyage explique en partie la minutie des descriptions consacrées aux paysages traversés. L'alternance entre prairies vastes, collines basses et déserts de sable ou de pierre compose un décor en perpétuel changement. Cette diversité géographique, rendue presque palpable dans les détails fournis, confère au récit une qualité d'immersion notable, malgré l'écriture à la fois sobre et distante choisie par Marco Polo. Le voyageur réussit donc à offrir une cartographie vivante mais largement épurée, permettant de saisir la réalité complexe d'une Asie centrale, où se croisent nature et activités humaines. Dans certains secteurs, la reconnaissance de reliefs remarquables, comme des montagnes modérées ou des plateaux, joue un rôle déterminant dans l'orientation des caravanes. Ces éléments topographiques orientent que leur mouvement et influencent l'accès aux ressources naturelles. La connaissance de ces caractéristiques devient vite essentielle pour éviter les dangers liés aux tempêtes ou au manque d'eau. Marco Polo intègre ces données dans ses notes, contribuant ainsi à une cartographie d'ensemble plus précise que ce que ses contemporains possèdent habituellement. Cette méthode scientifique naissante dans le domaine de la géographie confirme l'importance historique de ces voyages. Enfin, l'expérience des échanges culturels avec les populations locales modifie progressivement la perception européenne de l'Orient. Les images jusque-là souvent imprécises ou fantasmées se voient se remplacer par des descriptions plus réalistes, nourries d'une observation directe. Marco Polo contribue donc à un transfert de connaissances précieuses, ouvrant la voie à une compréhension accrue de vastes territoires jusqu'alors méconnus. Ce passage déterminant dans son périple incarne à sa manière une redéfinition des rapports entre l'Europe et l'Asie, prélude aux transformations géopolitiques futures.
Cette transition prépare naturellement le terrain vers la poursuite du voyage à travers la Chine impériale, où les découvertes se densifient. L'arrivée à la cour de Kubilai Khan. Marco Polo s'intégra rapidement à la cour de Kubilai Khan, qui témoignait d'un intérêt particulier pour les étrangers capables d'apporter des connaissances nouvelles. En effet, sous son règne, la Chine connut une période de prospérité et d'ouverture sans précédent, favorisant les échanges commerciaux et intellectuels. Le rôle de Marco Polo dépassa celui d'un simple voyageur. L'empereur lui confia diverses missions diplomatiques et administratives, soulignant une confiance rare envers ce Vénitien. Cette relation étroite permit à Marco Polo d'accéder à des régions et des informations inaccessibles à la plupart des Occidentaux de son époque. La dynamique de la cour reposait sur un équilibre complexe entre les diverses cultures et traditions qui cohabitaient au sein de l'Empire. Kubilai Khan, tout en respectant les coutumes mongoles, adopta plusieurs aspects de la civilisation chinoise, cherchant à fusionner ces éléments pour renforcer son pouvoir. Marco Polo observe ces pratiques avec attention, rapportant des descriptions précises de l'organisation administrative, des infrastructures imposantes comme le Grand Canal, et des systèmes économiques sophistiqués reposant notamment sur l'usage du papier-monnaie. L'importance de cette relation pour les voyages ultérieurs de Marco Polo est indéniable. Grâce à la confiance et aux responsabilités acquises auprès de Kubilai Khan, il put explorer des territoires lointains, documenter des peuples peu connus et rapporter des récits détaillés qui allaient transformer la vision européenne de l'Asie. Cette expérience unique à la cour impériale donna à ces récits une crédibilité et une richesse qui leur permirent de traverser les siècles. Au-delà des affaires politiques et économiques, la cour de Kubilai Khan représentait un carrefour culturel où les échanges entre Orient et Occident prenaient une forme concrète. Les échanges intellectuels, artistiques et scientifiques enrichissaient le tissu social. Marco Polo fut témoin de cette vitalité, décrivant les pratiques religieuses variées qui coexistaient, comme le bouddhisme, le taoïsme, le christianisme nestorien et l'islam. Cette diversité religieuse témoignait de la tolérance relative accordée par l'empereur pour maintenir la paix et l'ordre. L'impact des politiques de Kubilai Khan sur la stabilité politique de la région fut majeur. Sa volonté de centraliser l'administration, d'encourager le commerce avec l'étranger et de stimuler les innovations techniques contribua à moderniser l'Empire. Marco Polo mentionne certains projets d'infrastructures impressionnants, comme les routes pavées et la construction de villes, qui facilitaient les déplacements et le contrôle territorial. Ces réalisations soulignent la capacité de l'empereur à allier vision stratégique et efficacité pratique. Le séjour de Marco Polo à la cour ne se limita pas à une simple observation distante. En tant que conseiller et émissaire, il participa activement aux décisions et aux négociations qui rythmaient la vie politique. Cette position exceptionnelle lui permit d'accéder à des informations stratégiques, augmentant ainsi la valeur documentaire de son récit. La confiance que lui accordait Kubilai Khan découlait aussi d'une curiosité mutuelle, le souverain appréciant le regard extérieur que représentait Marco Polo. L'une des dimensions fascinantes de cet épisode réside dans la façon dont cet échange interculturel modifia la perception européenne de l'Asie. Jusqu'alors, ces territoires lointains demeuraient enveloppés de mystères et de légendes, souvent exagérés ou déformés. Grâce aux rapports précis et détaillés de Marco Polo, alimentés par son vécu à la cour, une nouvelle image commença à émerger, plus nuancée et réaliste. Cela redéfinit progressivement les horizons géographiques et commerciaux des Européens. La rigueur administrative de Kubilai Khan constituait un contrepoint à la richesse culturelle observable à la cour. Une armée bien organisée, des fonctionnaires compétents et un système juridique clair assuraient la stabilité. Marco Polo décrit également les cérémonies officielles, marquées par un protocole strict et une symbolique affirmant la souveraineté impériale. Ces éléments montrent combien la cour représentait non seulement un centre politique, mais aussi un pôle de pouvoir ritualisé.
Dans ce contexte, les échanges commerciaux prenaient une dimension essentielle. La route de la soie, sous la protection mongole, favorisa un flux continu de marchandises, d'idées et de technologies. Marco Polo put observer des scènes de marché aux produits variés, l'usage du papier-monnaie facilitant les transactions. Cette prospérité économique contribua à la stabilité de l'empire et à son rayonnement culturel. Le rôle de la cour dans ce système était central, orchestrant ces échanges à grande échelle. Le lien entre Marco Polo et Kubilai Khan illustre aussi l'importance de la diplomatie dans les relations internationales du temps. L'empereur envoya plusieurs fois son envoyé vers d'autres royaumes, s'appuyant sur la connaissance des territoires et des peuples que possédait Marco Polo. Ce dernier, en retour, put bénéficier de cette position pour approfondir son exploration, accumuler des expériences et enrichir ses mémoires. Ce cercle vertueux entre pouvoir et savoir servit de fondement à la durabilité de son récit. Ainsi, l'arrivée à la cour de Kubilai Khan ne fut pas une simple étape logistique, mais un moment intense de plantation des racines d'une relation complexe. Marco Polo s'imprégna des ambitions politiques de l'empereur, de sa gestion territoriale, ainsi que des valeurs et codes sociaux qui encadraient la vie à la cour. Cette expérience transforma profondément son regard, lui fournissant une compréhension nouvelle du monde et un accès privilégié à des informations majeures pour son époque. L'histoire prouve que cette proximité avec Kubilai Khan fut décisive pour l'orientation future des voyages de Marco Polo. Elle lui ouvrit des portes et des perspectives ouvertes à très peu d'Européens, écrivant ainsi les prémices d'une connaissance globale du monde. Mais cette étape n'était que le début d'un périple encore plus vaste, que j'aborderai dans la suite de ce récit. Les missions diplomatiques et commerciales de Marco Polo. Marco Polo a joué un rôle essentiel dans l'histoire des relations entre l'Europe et l'Asie, notamment par les responsabilités diplomatiques et commerciales qui lui furent confiées lors de son long séjour en Chine. Son parcours à travers ce vaste empire fut exceptionnel en raison de la confiance qu'il gagna auprès de Kubilai Khan, le souverain mongol, qu'il appela à participer à diverses missions officielles. Cette période marque une étape particulière dans sa vie, car ce n'était plus uniquement un voyageur curieux, mais un représentant aux fonctions précises. Ses déplacements à travers la Chine comprenaient souvent la visite de territoires éloignés et peu connus pour les Européens. Ces voyages lui permettaient de collecter des informations sur les ressources naturelles, les coutumes locales, ainsi que sur l'organisation politique et économique de ces régions. L'importance de ces missions dépassait le simple aspect commercial, car elles étaient également diplomatiques, visant à maintenir des liens solides avec les provinces sous l'autorité du Khan. Dans ces contextes, Marco Polo agissait comme un messager de confiance, transportant ordre et information entre le pouvoir central et les différentes administrations locales. Les récits qu'il rapporta sur les régions visitées témoignent d'un souci d'exactitude remarquable pour l'époque. Il décrivait en détail les produits échangés, tels que la soie, le coton, les épices et les pierres précieuses, ainsi que les techniques artisanales utilisées. Ces observations incluaient aussi des aspects liés à la vie quotidienne, comme l'agriculture, l'architecture et les infrastructures hydrauliques. Ces éléments furent précieux pour l'Europe, car ils enrichissaient considérablement la connaissance d'une partie du monde jusqu'alors mystérieuse et sujette à de nombreux mythes. Parmi les objets rapportés lors de ces voyages, certains étaient non seulement des marchandises, mais aussi des instruments permettant d'approfondir les savoirs. On peut citer les compas, les porcelaines aux qualités techniques remarquables, et les textiles dont la finesse était inégalée. Ces éléments éveillèrent un grand intérêt en Europe et suscitèrent une volonté de reproduire ou d'adapter ces innovations dans divers domaines, ce qui influença à terme le développement économique et technique européen. L'importance de leur mission ne se limitait pas à un simple échange commercial. Elles favorisèrent l'instauration d'un réseau d'informations qui servit de base aux futures explorations. Cet échange d'informations géographiques et culturelles bouleversa les représentations européennes et contribua à élargir les horizons mentaux, préparant ainsi le terrain
pour les découvertes ultérieures des siècles suivants. L'expérience accumulée par Marco Polo et ses compagnons permit d'affiner les cartes et la compréhension de l'Asie, ce qui jusqu'alors restait loin des connaissances terrestres de l'Occident. Au fil de ses années de service, Marco Polo développa un rôle non seulement de voyageur, mais aussi d'agent politique et commercial. Sa capacité à s'adapter aux exigences du pouvoir mongol, à maîtriser les coutumes et à assurer une bonne communication entre les différentes parties, le rendit indispensable dans ce contexte. Ce fut une réussite à plusieurs titres, car elle permit de cimenter les liens entre cultures différentes, tout en favorisant un échange mutuellement profitable. Les descriptions données par Marco Polo dans ses récits méticuleux permettent d'apprécier la diversité des territoires qu'il traversa. Il évoque des régions montagneuses, des déserts, mais aussi des cités prospères dotées d'une infrastructure étonnante pour l'époque. Ces détails trouvent écho dans les sources chinoises de la même période, ce qui atteste de la fiabilité de ces comptes rendus. Cette complémentarité enrichit l'historiographie en soulignant la portée réelle de ses expéditions. Les rapports qu'il adressait à Kubilai Khan avaient aussi une dimension administrative importante. Ils permettaient au souverain de mieux comprendre et gérer son immense empire, où se côtoyaient plusieurs peuples et langues. Marco Polo fut donc un médiateur essentiel entre différentes cultures, et ses observations constituent une source rare et précieuse pour la connaissance de la Chine mongole. Son rôle dépassa ainsi la simple curiosité pour s'inscrire dans un rapport de service qui liait différents centres de pouvoir. Au-delà des aspects matériels, les missions diplomatiques confiées à Marco Polo révélaient aussi les subtilités des relations internationales sous l'ère mongole. Leurs échanges, souvent protocolaires, participaient à la négociation, à la résolution de conflits potentiels et au renforcement des alliances. Cette diplomatie à distance était rendue possible grâce aux déplacements entrepris par des émissaires comme lui, dont la mission exigeait une grande rigueur et un savoir-faire particulier. Le travail quotidien de Marco Polo comprenait aussi la collecte de données géographiques précises. Cela contribuait à améliorer les cartes utilisées à l'époque, qui restaient souvent approximatives pour des régions aussi lointaines. Chaque nouveau parcours apportait un complément d'informations sur la topographie, la localisation des fleuves, des montagnes ou des villes, permettant d'enrichir la connaissance cartographique. Cette fonction scientifique, même si elle n'était pas toujours formellement reconnue, témoigne de l'importance de ses expéditions. Les liens qu'il tissa avec les élites locales ouvrirent aussi des perspectives inédites pour le commerce. Son intermédiaire facilitait le passage de marchandises entre les marchés du Levant, de l'Inde et de la Chine, intégrant l'Europe dans un tissu d'échanges plus vaste. Ce réseau commercial s'appuyait sur une confiance établie grâce à la réputation de son auteur, considéré comme un garant de la sécurité et de la bonne foi. Cela permet une augmentation sensible des transactions et un enrichissement culturel dans les deux directions. Si certains détails de ces récits ont parfois suscité le scepticisme, il faut bien comprendre que les communications de cette période étaient limitées et souvent sujettes à des amplifications traditionnelles. Toutefois, la plupart des descriptions sur les coutumes, les productions ou les institutions locales correspondent à des observations concrètes. De plus, les apports qu'il fit en termes de connaissances furent suffisamment documentés pour que son témoignage devienne une référence incontournable dans le domaine. Sa position auprès du Khan lui offrit également un accès privilégié aux centres de pouvoir et aux cérémonies officielles, où il put observer des aspects peu accessibles aux simples voyageurs. Cela lui permit de décrire les mécanismes politiques mongols, leur organisation militaire ainsi que les stratégies de gouvernance adoptées pour maintenir la paix dans un vaste territoire. Ces informations furent précieuses pour mieux comprendre cette époque charnière de l'histoire asiatique et ses répercussions sur le monde. Le succès de son entreprise reposait aussi sur sa capacité à s'adapter aux divers environnements rencontrés, que ce soit dans les steppes, les montagnes ou les villes animées. Il sut communiquer avec des interlocuteurs de cultures très différentes, apprenant certaines langues et coutumes, ce qui renforçait l'efficacité de sa mission. Cette démarche pragmatique
témoignent d'un sens aigu de l'observation et d'une volonté sincère de compréhension mutuelle. Les objets qu'il ramena en Europe attestaient de ces voyages lointains. Leur qualité technique et leur exotisme suscitaient fascination et admiration dans les milieux curieux. Ces témoignages matériels accompagnaient ses écrits, offrant un lien tangible avec des régions autrement absentes de l'expérience vécue du temps. Cet apport contribua à changer la perception de l'Asie, qui devint progressivement une terre de promesses et de richesses à découvrir. Par ailleurs, les connaissances rapportées permirent d'éclairer certains mythes présents en Europe sur l'Orient. Ce travail de mise en perspective des réalités culturelles et géographiques permit de rectifier certaines croyances erronées, éclairant la complexité des sociétés asiatiques. Ce processus de clarification fut fondamental dans le développement d'une compréhension plus objective des rapports entre l'Orient et l'Occident. Le rôle de Marco Polo dans les missions qu'il effectua prend ainsi toute sa dimension lorsqu'on considère l'ensemble des fonctions qu'il assuma. De simple marchand, il devint messager officiel, explorateur, observateur attentif et finalement un intermédiaire culturel clé entre deux mondes. Cette polyvalence a contribué à transformer des chemins anciens en véritables voies d'échange durables et structurées. L'héritage de ces actions dépasse largement leur époque. Les informations collectées sur les unités de mesure, les monnaies utilisées ou les systèmes administratifs témoignent également d'une grande attention portée aux détails sociaux et économiques. Ces éléments facilitèrent les échanges en donnant des repères concrets aux marchands et aux diplomates venus par la suite. La précision des données facilitait la compréhension des contextes locaux et favorisait ainsi des partenariats commerciaux plus sûrs et durables. Les expéditions réalisées grâce à l'appui de Kubilai Khan démontrent une organisation logistique avancée. L'accompagnement de caravaniers, l'utilisation de relais pour les messagers et la coordination avec les autorités locales étaient essentiels pour assurer la réussite des missions. Ces aspects soulignent une dimension pragmatique et bien structurée qui dépassait la simple aventure personnelle pour s'inscrire dans un cadre institutionnel. Enfin, l'ensemble de ces voyages et responsabilités illustre une époque où les échanges interculturels prenaient un essor sans précédent. Le rôle joué par Marco Polo fut un puissant vecteur d'ouverture, permettant de franchir des barrières linguistiques, géographiques et politiques. Sa contribution à l'accroissement du savoir européen sur l'Asie reste donc une étape majeure, annonçant des liens nouveaux et plus étroits entre des mondes jusque-là séparés par l'éloignement. Ainsi, ces missions diplomatiques et commerciales confiées à Marco Polo ne furent pas seulement des voyages de découverte, mais des actions qui modifièrent en profondeur la relation entre l'Europe et l'Orient. Ce rôle essentiel, quoique discret, prépare en douceur la transition vers des interactions plus systématiques à l'avenir. La suite de ce récit mettra en lumière les influences concrètes de ces échanges sur la cartographie et les représentations européennes du vaste horizon asiatique. La vie quotidienne à la cour mongole. Les échanges entre les dignitaires de la cour et les ambassadeurs des contrées lointaines suivaient des protocoles précis, mêlant cérémonial et diplomatie. Ces interactions favorisaient non seulement le maintien de la paix entre les peuples, mais aussi la diffusion des savoirs et des pratiques culturelles. Les Mongols avaient ainsi adopté et adapté des éléments étrangers, intégrant les particularités des régions conquises pour renforcer leur pouvoir. Par exemple, l'usage de messagers rapides pour transmettre les ordres impériaux, un système appelé yam, illustrait l'efficacité organisée de cet empire nomade. Sur le plan social, la cour mongole réunissait un melting pot d'individus, allant des nobles mongols aux fonctionnaires asiatiques, en passant par des marchands et des artisans venus d'Orient ou d'Occident. Marco Polo remarque l'importance accordée au rang et à la provenance pour définir les fonctions et les privilèges de chacun. Cependant, il évoque aussi une certaine fluidité grâce à la méritocratie, où la compétence pouvait permettre à des étrangers de gravir les échelons de l'administration, contribuant ainsi à la circulation des idées entre l'Est et l'Ouest. La vie quotidienne à la cour était régie par des règles strictes, notamment dans le choix des vêtements, des repas et des rituels de réception.
Les habits portés reflétaient la position sociale, mais aussi les origines des individus, mêlant étoffes somptueuses venues de la soie de Chine aux fourrures des steppes. Les repas, souvent partagés dans de grandes tentes ou pavillons, faisaient appel à une variété de mets inspirés des traditions mongoles et chinoises, témoignant de la richesse culturelle des échanges. Le thé, boisson sacrée en Orient, prenait une place de choix, symbolisant l'hospitalité et le raffinement. Dans cet environnement, les cérémonies publiques jouaient un rôle essentiel, marquant les événements majeurs tels que les couronnements, les alliances ou les célébrations religieuses. Marco Polo insiste sur le faste des processions et la précision des rituels, qui contribuaient à asseoir la légitimité du khan auprès des habitants de l'Empire. Il décrit le déroulement des assemblées où les décisions politiques étaient prises, réunissant les chefs de clan et les conseillers en un grand conseil. Ce mode de fonctionnement traduisait un souci d'équilibre entre centralisation du pouvoir et respect des traditions ancestrales. Les échanges culturels constituaient une caractéristique majeure de la cour mongole. L'ouverture envers les différentes croyances et langues favorisait une coexistence pacifique entre bouddhistes, chrétiens nestoriens, musulmans et chamans traditionnels. Marco Polo relate la tolérance religieuse dont faisait preuve l'empereur, qui encourageait la construction de temples variés et la pratique libre des cultes. Cette pluralité spirituelle reflétait la volonté d'intégrer les peuples conquis dans un cadre commun sans effacer leurs identités propres. La transmission des savoirs bénéficiait de ce contexte pluraliste. Sages, médecins et astrologues issus de divers horizons étaient conviés à la cour, où ils partageaient leurs connaissances en médecine, en astronomie ou en administration. Le contact direct entre experts occidentaux et orientaux favorisait l'adoption de techniques nouvelles, notamment dans la gestion des ressources et la construction. Ces innovations contribuaient à moderniser l'Empire tout en renforçant sa cohésion interne. La diplomatie à la cour mongole reposait également sur la pratique de l'échange de présents, outil central dans les relations internationales de l'époque. Marco Polo note que ces cadeaux n'étaient pas seulement symboliques, mais visaient à affermir des liens durables entre les puissances. Les marchandises choisies, allant des tissus précieux aux objets d'art, étaient soigneusement sélectionnées pour leur valeur matérielle et leur signification culturelle, témoignant de la sophistication des échanges. La vie à la cour présentait aussi des dimensions plus quotidiennes, souvent ignorées par les chroniqueurs. Marco Polo évoque la présence d'esprits de service, de serviteurs et d'interprètes, indispensables au bon fonctionnement de l'appareil administratif multiculturel. Ces figures, discrètes mais essentielles, véhiculaient des informations, facilitaient la communication et garantissaient la maintenance des infrastructures. Leur rôle illustre la complexité sociale qui s'organisait autour du centre du pouvoir. Les règles de conduite y occupaient une place importante. Le respect de la hiérarchie et la maîtrise des codes comportementaux permettaient d'éviter les conflits au sein d'un groupe aussi hétérogène. La cour imposait des normes précises pour les interactions, allant des salutations aux modalités de banquet qui reflétaient l'importance attribuée à l'ordre et à la discipline. Ces conventions, assimilées dès l'enfance, étaient indispensables pour naviguer avec succès dans cet univers codifié. Sous l'aspect extérieur de ces institutions se cachait une certaine capacité d'adaptation, indispensable à un empire en constante expansion. La cour mongole absorbait diverses influences qu'elle adaptait aux exigences locales. Ce processus d'acculturation favorisait la stabilité et l'intégration des nouveaux territoires, tout en permettant de préserver un noyau mongol identitaire. La description faite par Marco Polo confère à cette réalité une dimension humaine, soulignant la complexité des interactions sociales et culturelles. Enfin, cette vie quotidienne à la cour était marquée par un lien fort avec la nature, respecté dans les pratiques rituelles et la gestion des ressources. Le mode de vie nomade hérité des ancêtres mongols imprégnait encore les institutions. Ce rapport au milieu naturel, bien que parfois occulté par la majesté des palais, restait un pilier de l'équilibre politique et social. Il orientait notamment les choix stratégiques
et les déplacements des troupes. Ainsi, l'observation attentive de Marco Polo sur la cour mongole éclaire l'interaction entre pouvoir, culture et société. Le regard de ce voyageur vénitien met en lumière la richesse d'un empire fondé sur la diversité et la coordination. La transmission de ces récits a contribué à modifier la vision européenne de l'Orient, élargissant les horizons à travers une histoire qui mêle conquête, diplomatie et échanges humains. Ce panorama invite à considérer la complexité historique qui sous-tendait l'empire mongol, dépassant les clichés de conquérants brutaux pour montrer un système intelligent et sophistiqué. La connaissance des mécanismes sociaux, religieux et politiques ouvre la voie à une compréhension plus profonde des liens entre cultures. La suite de ce récit explorera les grandes expéditions entreprises par Marco Polo, qui l'ont mené aux confins de la Chine impériale et ont marqué durablement l'histoire mondiale. Marco Polo et la géographie de l'Asie Marco Polo demeurent une figure emblématique de l'histoire des grandes explorations, principalement en raison de ces récits qui ont profondément marqué la perception européenne de l'Asie. Ces voyages, débutés dans la seconde moitié du XIIIe siècle, ont offert une fenêtre nouvelle sur des territoires encore largement inconnus pour l'Occident. Il est essentiel de comprendre l'exactitude et la valeur des connaissances géographiques qu'il a rapportées, en les confrontant aux savoirs contemporains et aux avancées cartographiques de son temps. Durant son périple, Marco Polo a traversé des paysages variés, des montagnes imposantes aux vastes déserts, en passant par des cités prospères au cœur de l'Asie centrale et orientale. Ces observations étaient minutieuses, rapportant non seulement les dimensions des territoires, mais aussi les particularités culturelles, économiques et politiques des régions qu'il visitait. Cette approche a donné à ses écrits une crédibilité qui dépasse souvent celle d'autres récits de voyageurs de sa génération. Les descriptions de la Chine, alors sous le contrôle de la dynastie mongole des Yuan, sont parmi les plus détaillées. Polo a dépeint la cour du grand Kublai Khan avec précision, mentionnant les infrastructures, les routes et les réseaux commerciaux qui reliaient l'empire à d'autres parties du continent. Cette documentation a été essentielle pour les cartographes européens, qui se sont inspirés de ces informations pour ajuster leur représentation de l'Asie sur les cartes. La précision de Marco Polo ne fut pas toujours reconnue immédiatement. Certains contemporains doutèrent de la véracité de ces histoires, les jugeant exagérées ou même inventées. Cependant, les découvertes archéologiques et les recherches historiques modernes ont confirmé une grande partie de ces récits, notamment en ce qui concerne les lieux qu'il a mentionnés et les distances qu'il a estimées. Ce recul permet aujourd'hui d'apprécier pleinement l'importance de son travail pour la géographie. Par ailleurs, l'impact de ses mémoires sur la cartographie européenne est difficile à surestimer. Avant son retour en Europe, les cartes de l'Asie étaient souvent floues et inexactes, basées sur des mythes ou des sources fragmentaires. Les descriptions de Polo ont apporté des données concrètes qui ont permis de réviser et d'enrichir ces représentations, améliorant ainsi la connaissance globale du monde connu à cette époque. Ces récits ont également circulé largement, traduits dans plusieurs langues, ce qui a favorisé la diffusion de ces nouvelles connaissances dans des milieux variés, des marchands aux savants. Cette diffusion a suscité un intérêt renouvelé pour l'Orient, encourageant d'autres explorateurs à chercher de nouvelles routes commerciales et à explorer des territoires encore inexplorés. Ainsi, Marco Polo a eu un rôle indirect dans le déclenchement des grandes découvertes européennes. Il est intéressant de noter que malgré certaines erreurs inévitables liées à la complexité des informations recueillies, la majorité des détails géographiques rapportés par Polo s'alignent avec les données modernes. Ces estimations des distances, bien que parfois approximatives, restent remarquablement proches des mesures actuelles, ce qui témoigne de ses capacités d'observation et de mémorisation. Les échanges commerciaux et diplomatiques évoqués dans le récit de Polo ajoutent aussi une dimension supplémentaire à la compréhension géographique. Il ne s'agissait pas uniquement de parcourir des terroirs inconnus, mais de s'insérer dans des réseaux établis qui structuraient l'économie et la politique du continent asiatique. Le rôle des caravanes,
la nécessité de traverser des frontières culturelles et politiques, tout cela a été décrit avec une rigueur qui enrichit la vision statique habituellement véhiculée par les cartes. Les éléments relatifs aux Mongols sont particulièrement importants pour saisir la dynamique géographique et politique de l'époque. La domination mongole, favorisant l'ouverture et la sécurité des routes commerciales, a permis à Marco Polo de voyager avec un étonnant degré de liberté. Cette contextualisation historique est essentielle pour comprendre les conditions dans lesquelles les informations géographiques ont été collectées. Au-delà de la Chine, les observations sur d'autres régions comme la Perse, l'Inde ou même des parties de l'Asie du Sud-Est illustrent la diversité des territoires que Polo a explorés. Chacun de ces espaces présente des caractéristiques propres qui ont été soigneusement consignées, contribuant à une cartographie beaucoup plus complète et nuancée que ce que les Européens connaissaient auparavant. Il apparaît aussi que la méthode de Polo, combinant récits de voyage et descriptions techniques, a posé les bases d'une approche plus systématique de la géographie. Ces comptes rendus ne se limitèrent pas à une simple narration, mais tentèrent de fournir un cadre d'information permettant d'évaluer et de comparer les différentes régions, ce qui est fondamental pour la création de cartes fiables. Cette approche, davantage empirique, contrastait avec les traditions antérieures, parfois basées sur des croyances ou des généralisations. Elle a offert une nouvelle manière de concevoir l'espace et les distances, essentielle pour l'avancement des sciences géographiques en Europe. De ce fait, Marco Polo est souvent considéré comme un précurseur de la géographie moderne. Il est également utile de rappeler que certaines zones restèrent encore mal connues malgré ses efforts, en raison des limites naturelles et des conditions politiques qui rendaient certains territoires difficiles d'accès. Toutefois, les informations qu'il a pu collecter ont largement dépassé ce qui existait avant lui et sont restées une référence pendant plusieurs siècles. Les cartographes qui ont utilisé les récits de Polo ont adapté et parfois corrigé ces descriptions. Par exemple, ils ont tenu compte des différences entre les latitudes et longitudes, intégrant progressivement les connaissances astronomiques pour améliorer la précision des cartes. Ce processus d'intégration prouve que Polo avait jeté un socle solide sur lequel s'appuyaient les développements futurs. Ce qui est remarquable, c'est l'équilibre entre vie quotidienne et grande géopolitique dans ces récits. Les informations sur les infrastructures, la nature du terrain ainsi que les systèmes de gestion locale fournissent un contexte utile pour mieux situer les emplacements géographiques et leur rôle dans l'économie globale de l'époque. Enfin, il faut mentionner que le voyage de Marco Polo a contribué à changer la vision européenne de l'Asie, en la faisant passer d'un ensemble lointain et mystique à une réalité concrète et accessible. Cette transformation s'est manifestée autant dans les cartes que dans les représentations culturelles et intellectuelles. Les limites et les possibles embrouilles autour de certains détails ne diminuent en rien l'importance de son œuvre pour la connaissance géographique. Au contraire, elles invitent à une lecture critique et à une appréciation mesurée des témoignages anciens, tout en reconnaissant leur valeur fondamentale dans la progression des sciences. Ainsi s'achève la présentation des apports géographiques de Marco Polo et de l'impact durable de ses récits sur la cartographie européenne et la connaissance du continent asiatique. Cette base permettra d'aborder plus précisément les échanges culturels et commerciaux qui ont découlé de ces découvertes, nourrissant les rapports entre l'Orient et l'Occident dans les siècles suivants. Les mythes et réalités dans le récit de voyage. Les récits de voyage relatifs à Marco Polo, tout en témoignant d'événements réellement vécus, comportent également des éléments qui relèvent davantage de la légende ou de l'exagération. La narration, consignée dans le livre des merveilles, mêle ainsi faits historiques et embellissements, une réalité fréquente dans la littérature de voyage médiévale. Ce mélange soulève naturellement des questions quant à la véracité des descriptions, à savoir lesquelles reposent sur des observations directes et lesquelles sont issues d'interprétations ou de traditions orales. L'objectif de cette analyse est de distinguer ces aspects en tenant compte du contexte historique et culturel dans lequel Marco Polo a évolué, ainsi que des raisons possibles qui ont motivé certains choix narratifs. Dès le départ, il importe de comprendre que Marco Polo
en tant que marchand vénitien, à naviguer dans une société où le récit oral était une source majeure de transmission des savoirs. La confiance aveugle envers une stricte exactitude n'était pas une norme aussi rigoureuse qu'elle peut l'être aujourd'hui. Le livre des merveilles, rédigé sur la base de propos dictés par Marco Polo à Rustichello de Pise, s'inscrit dans une tradition littéraire où le fantastique et l'exotique jouent un rôle crucial pour captiver le lecteur. Par exemple, la description des richesses extraordinaires, des peuples aux mœurs inhabituelles ou des créatures fabuleuses répondait à une demande d'émerveillement propre à l'époque, tout en soulignant la distance culturelle entre l'Orient et l'Occident. Parmi les éléments présentant une certaine part de mythe, on note l'évocation de créatures étranges comme les hommes à une seule jambe qui jouent de la musique avec leurs pieds. Cette image, absente dans d'autres récits contemporains validés, correspond vraisemblablement à une déformation ou à un emblème symbolique. De même, les chants et danses décrits dans certains villages reculés, ainsi que les pratiques rituelles des peuples mongols, apparaissent souvent magnifiés ou parfois mal compris. Ce phénomène résulte d'un décalage entre la culture d'origine du voyageur et les réalités observées. Une autre explication plausible est la volonté consciente de présenter des aspects pittoresques pour répondre aux attentes des commanditaires ou des lecteurs potentiels, tout en valorisant le périple en tant qu'entreprise extraordinaire. Concernant les faits plus objectifs, il est clair que les descriptions des villes, des systèmes administratifs ou des routes commerciales reflètent une connaissance approfondie acquise lors des années passées en Chine. Par exemple, Marco Polo détaille avec précision le fonctionnement du canal principal reliant le fleuve Jaune au Yangtze, ce qui correspond à des infrastructures existantes à l'époque des Yuan. Il fournit également des renseignements sur la monnaie utilisée, les taxes appliquées au commerce et le système postal. Ces informations étant confirmées par des sources chinoises coïncidant avec la période de son séjour. Cette exactitude apparaît d'autant plus remarquable qu'elle témoigne d'un accompagnement possible au sein de l'entourage de Kubilai Khan, qui aurait favorisé un apprentissage direct et approfondi. Une part importante du travail de Marco Polo consiste à rendre compte des évolutions politiques de l'Empire mongol et de ses interactions avec les autres puissances régionales. Il relate ainsi la domination imposée par Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, qui réussit à stabiliser l'Empire et à étendre les relations commerciales vers l'Occident. Bien que certains détails puissent être considérés comme partiellement embellis, la description de la centralisation politique et des techniques militaires correspond à des données vérifiées par les historiens. Ce faisant, le récit permet de mieux comprendre la perception qu'avaient les Européens de l'époque à propos d'un monde alors largement méconnu, tant sur le plan géographique que culturel. En matière d'échanges culturels, le témoignage de Marco Polo présente également des apports remarquables tout en comportant certaines approximations. Sa mention des légumes, des épices ou des habitudes alimentaires chinoises complète le savoir occidental. Cela s'explique par des observations au quotidien et des contacts fréquents avec les populations locales. Cependant, les interprétations relatives à des croyances religieuses ou à des coutumes spirituelles traduisent parfois une interprétation biaisée ou partielle, contribuant à une construction imaginaire parfois éloignée des réalités effectives. Cette dynamique illustre l'écart entre un regard extérieur et la complexité des traditions internes à l'Empire mongol. Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que certains passages du livre des merveilles proviennent probablement de récits secondaires rapportés à Marco Polo lors de ses déplacements ou au cours de son séjour en Asie. Ces témoignages oraux, transmis par des marchands ou des voyageurs de passage, pouvaient contenir des exagérations destinées à attirer l'attention ou à impressionner. L'enjeu pour Polo consistait alors à les intégrer dans son récit, soit pour assurer la cohérence ou pour enrichir l'image d'un Orient grandiose et mystérieux. Le traitement de ces récits souligne les limites d'une source unique et l'importance de recouper les informations pour en extraire une vision la plus fidèle possible. Un autre aspect important concerne les dimensions économiques du voyage et la manière dont elles sont présentées.
Marco Polo insiste sur l'abondance des marchandises précieuses telles que la soie, les pierres précieuses ou les épices, soulignant la richesse des routes commerciales reliant l'Asie à l'Europe. Ces descriptions participent à la fascination croissante des Européens pour l'Orient, tout en stimulant l'intérêt pour la recherche de nouvelles voies et ressources. Cette mise en valeur des potentialités économiques traduit un double objectif, celui de montrer la grandeur de l'Empire mongol et celui d'ouvrir des horizons d'échange pour ses contemporains. Le livre des merveilles aborde également des aspects techniques et scientifiques observés durant le voyage. Les infrastructures urbaines, les systèmes d'irrigation, les innovations agricoles et les techniques artisanales sont décrits avec un souci de précision relative. En ce sens, le document présente non seulement un témoignage historique, mais aussi une source d'information sur les transferts de savoir entre Orient et Occident. Toutefois, certaines données techniques témoignent aussi d'erreurs ou de malentendus liés à la complexité des phénomènes observés et à l'absence d'un vocabulaire adapté pour les rendre fidèlement. Les récits concernant la personnalité de Kubilai Khan participent eux aussi à renforcer l'aura entourant Marco Polo. Le souverain y est décrit comme un homme à la fois puissant et juste, soucieux du bien-être de ses sujets. Une telle image correspond à une vision idéalisée qui découle possiblement de la position de Marco Polo en tant qu'ambassadeur ou conseiller. Cependant, les sources historiques chinoises mentionnent également des traits plus nuancés, ce qui invite à considérer ce portrait comme partiellement subjectif et destiné à faire valoir une certaine diplomatie et respectabilité dans le cadre des relations internationales de l'époque. Certaines exclusions ou absences dans le récit méritent également attention. Par exemple, bien que la Chine soit abordée sous divers angles, il n'y a pas de mention explicite de la Grande Muraille, ni de certains événements majeurs, tels que les conflits internes au sein du gouvernement mongol. Ces omissions peuvent s'expliquer par des limitations liées au parcours de Marco Polo ou par une volonté de ne pas aborder des sujets sensibles, susceptibles d'altérer l'image d'un empire stable et puissant, apte à inspirer confiance et admiration chez ses interlocuteurs européens. Enfin, il convient de replacer le livre des merveilles dans la ligne éditoriale de son époque afin d'en comprendre pleinement ses choix narratifs. L'objectif premier était d'instruire et d'émerveiller simultanément, offrant un accès inédit à des terres lointaines et des modes de vie méconnus. Les exagérations et les légendes n'étaient donc pas simplement des erreurs, mais des éléments stratégiques permettant d'accroître l'impact du récit, autant sur le plan commercial que culturel. Cette ambivalence entre réalité et fiction souligne les enjeux complexes de la représentation du monde au Moyen-Âge et invite à lire ce témoignage avec discernement, en appréciant la richesse de ses apports autant que ses limites. Cette approche de l'œuvre ouvre ainsi la voie à une réflexion approfondie sur les modalités d'échange entre cultures et sur la construction des savoirs, à partir d'expériences multiples, parfois contradictoires. Le récit de Marco Polo, tout en restant une source essentielle pour mieux appréhender l'histoire des relations entre Orient et Occident, illustre par son contenu même les difficultés inhérentes à transcrire fidèlement un univers étranger dans le contexte d'une époque marquée par d'autres priorités intellectuelles et culturelles. Cela invite à continuer l'analyse de ces voyages avec rigueur, en combinant les données textuelles et archéologiques pour approfondir notre compréhension globale. Cette réflexion mène naturellement à l'étude plus détaillée des conséquences politiques et économiques de ces expéditions sur la cartographie européenne et l'ouverture des routes commerciales, thèmes qui seront abordés dans la suite. Le retour en Europe. Le voyage de retour de Marco Polo vers Venise fut une entreprise tout aussi complexe et périlleuse que son expédition initiale vers la cour des Khan en Orient. Après avoir passé plusieurs années au service du grand empereur mongol, il entreprit son trajet de retour avec prudence, en choisissant une route terrestre distincte de celle empruntée à l'aller. Les voyageurs durent affronter de nombreux obstacles naturels et politiques durant ce périple qui s'étendit sur plusieurs années. La traversée des régions arides et montagneuses d'Asie centrale les confronta souvent à des conditions climatiques extrêmes,
notamment des tempêtes de sable et des températures variables selon la saison. En plus de ces défis environnementaux, la sécurité restait un souci constant. La présence de bandes de pillards et les tensions entre royaumes locaux rendaient les étapes du voyage incertaines et parfois dangereuses. Durant la longue progression vers l'ouest, Marco Polo et ses compagnons durent également gérer des différences culturelles marquées. Les échanges avec diverses populations nomades, commerçants et autorités locales nécessitaient une adaptation constante, tant sur le plan linguistique que sur celui des usages et coutumes. L'expérience acquise dans ces interactions renforça la compréhension des divers aspects économiques et sociaux des sociétés traversées. Sur le plan matériel, le voyage exigeait une gestion rigoureuse des provisions et des ressources, car certains segments de la route étaient particulièrement isolés et pauvres en sources de ravitaillement. La logistique devenue complexe imposait une organisation minutieuse afin de garantir un approvisionnement suffisant en eau, nourriture et matériel indispensable pour le trajet. La route choisie pour ce retour traversait la Perse, un empire alors en plein déclin politique, mais toujours riche en échanges commerciaux. Là, Marco Polo put observer de près les infrastructures urbaines, les marchés florissants et les réseaux caravaniers qui servaient de lien entre Orient et Occident. Cette région était également un creuset d'influences religieuses diverses, mélangeant traditions islamiques, chrétiennes et zoroastriennes. La diversité culturelle de ces territoires témoignait de leur rôle central dans les échanges transcontinentaux. Plus tard, en atteignant la Méditerranée, les difficultés ne s'atténuèrent pas. La reprise des rapports avec les autorités vénitiennes s'avéra compliquée par des changements survenus pendant son absence. Venise, cité-État prospère, était engagée dans des conflits commerciaux et politiques, notamment avec Gênes, ce qui affecta la manière dont le retour de Marco Polo fut accueilli. À son arrivée, Marco Polo fut confronté au scepticisme de ses compatriotes. Ses récits détaillés sur les merveilles et les richesses de la Chine, les coutumes des Mongols et les vastes réseaux commerciaux furent d'abord vus comme des exagérations, sinon des fantaisies. Cela s'explique en partie par le fossé culturel et géographique alors existant entre l'Europe occidentale et l'Asie, ainsi que par l'absence de sources fiables pour confirmer ces témoignages. Pourtant, ces récits contribuèrent, sur le long terme, à élargir la vision européenne du monde, donnant un nouvel élan à l'exploration et au commerce vers l'Est. Ils permirent une meilleure connaissance des produits exotiques tels que la soie, les épices et d'autres marchandises qui fascinèrent les élites et les marchands. Parallèlement, l'Europe traversait à ce moment plusieurs transformations majeures. Sur le plan politique, les cités-États italiennes consolidèrent leur pouvoir grâce au commerce maritime, posant ainsi les bases d'un capitalisme naissant. Sur le plan économique, les échanges avec l'Orient renforcèrent la richesse de certaines familles marchandes et encouragèrent l'innovation dans les domaines financiers et techniques. Ce contexte expliquait l'intérêt réel, mais aussi la prudence envers les nouvelles informations venues de l'Est. La réciproque des influences culturelles et économiques commençait ainsi à s'intensifier, préfigurant l'ère des grandes découvertes. L'importance du témoignage de Marco Polo réside également dans son rôle d'observateur impartial. Sans les récits détaillés de son voyage, une grande partie des connaissances relatives aux structures administratives, aux systèmes de communication et aux pratiques commerciales mongoles auraient été perdues. Son texte décrit des croyances, comme celles des peuples qui utilisent des processions pour apaiser les esprits, ainsi que certaines légendes circulant dans ces contrées. Ces mentions enrichissaient la compréhension des mentalités et des croyances qui régissaient alors ces sociétés. Elles permettent de saisir la complexité des échanges humains qui allaient bien au-delà des seules marchandises. Enfin, la réintégration de Marco Polo dans la société vénitienne suscita une réflexion plus large sur la place de l'individu face aux bouleversements culturels et économiques. Son retour marqua symboliquement un pont entre deux mondes, celui de l'Europe médiévale, encore centré sur des horizons limités, et celui de l'Asie, aux dimensions vastes et parfois impressionnantes. La mémoire de ce voyage servit de fondement à une littérature de voyage qui se développa dans les siècles suivants,
encourageant les Européens à dépasser leurs frontières connues. Ce fut un moment charnière qui modifia lentement et profondément la manière dont l'Europe percevait le reste du globe et préparait ainsi l'histoire moderne. Ainsi, le périple de retour de Marco Polo, malgré ses épreuves, fut le point de départ d'une redéfinition du monde occidental. Il établit un contact durable entre deux grandes civilisations et inspira les générations futures à repousser les limites du connu. Ce témoignage reste une archive précieuse pour comprendre la dynamique des échanges humains, économiques et culturels au cœur du Moyen-Âge tardif. Le prochain chapitre s'attachera à explorer plus en détail les conséquences directes de ces voyages sur la société européenne et l'expansion occidentale dans les siècles suivants. L'influence du Livre des Merveilles sur l'Europe. Le Livre des Merveilles n'était pas seulement un simple récit de voyage. Il agissait comme une véritable fenêtre ouverte sur l'Asie, en particulier sur la cour mongole de Kubilai Khan. Marco Polo y décrivait avec soin l'organisation administrative, la richesse des villes, les routes commerciales, ainsi que les us et coutumes divers. Ses observations sur la société mongole apportaient une compréhension nouvelle, loin des stéréotypes barbares qui prévalaient jusque-là. Ce contexte a suscité un intérêt accru pour l'Orient, motivant des recherches et explorations inédites. L'impact de ce texte fut d'autant plus fort qu'il circulait à une époque où l'imprimerie n'était encore qu'en embryon. Les manuscrits étaient recopiés à la main dans les monastères et chez les lettrés, ce qui rendait chaque exemplaire précieux et parfois différent. Néanmoins, le récit de Marco Polo a réussi à franchir rapidement les frontières linguistiques, étant traduit du vénitien en plusieurs langues vernaculaires. Ces traductions permirent une diffusion large, touchant non seulement les classes instruites, mais aussi des marchands et des navigateurs curieux d'en savoir davantage sur ces territoires lointains. Cette propagation du Livre des Merveilles coïncidait avec une période de renouveau économique en Europe, où les routes commerciales devenaient un enjeu vital. La connaissance des passages terrestres vers l'Asie, des lieux de production de la soie, des épices et autres richesses influençait directement les projets commerciaux. En particulier, les grandes cités marchandes italiennes comme Venise, Gênes ou Florence y voyaient un avantage stratégique et politique. Le récit de Marco Polo alimentait une curiosité pragmatique, conjuguant fascination pour l'exotisme et impératif économique. C'est également dans l'esprit des hommes de cette époque que le Livre des Merveilles intervenait comme une source d'inspiration pour les projets d'exploration maritime. Bien qu'il y ait encore beaucoup de mystères et d'inconnus, le témoignage de Marco Polo offrait des repères concrets, des distances approximatives, ainsi que des pistes sur les cultures rencontrées. Des navigateurs comme Christophe Colomb ou Vasco de Gama, des siècles plus tard, s'inspiraient de cette accumulation de savoir pour orienter leur propre voyage. Le récit agissait comme un jalon intellectuel dans la construction d'une carte mentale du monde. Par ailleurs, le récit de Marco Polo contribuait à un changement progressif des mentalités européennes par rapport à l'Orient. Plutôt que de voir ces terres uniquement sous l'angle religieux ou mythologique, les Européens commencèrent à prendre en compte la complexité et la diversité des civilisations asiatiques. Les descriptions détaillées des modes de vie, des échanges commerciaux et des innovations technologiques pouvaient contrer certains préjugés. Cela ouvrait ainsi la voie à un dialogue culturel plus nuancé, même si de nombreux malentendus persistaient encore. Il faut souligner que les histoires contenues dans le Livre des Merveilles ne furent pas toujours acceptées sans réserve. Plusieurs contemporains restaient sceptiques quant à la véracité de certains récits, trouvant parfois que les aventures racontées paraissaient trop extraordinaires. Il y eut des polémiques sur certains épisodes, notamment ceux se rapportant à des inventions ou des pratiques surprenantes. Ce scepticisme faisait partie du processus naturel d'évaluation des sources, mais n'empêcha pas le prestige croissant attribué aux connaissances venues de l'Est. Le Livre des Merveilles joua aussi un rôle essentiel dans l'imaginaire collectif européen en alimentant le goût pour la découverte et l'inconnu. Les cartes et les globes terrestres de l'époque portaient souvent le nom de Marco Polo, soulignant son rôle de pionnier. Ce récit
encouragea les cartographes à intégrer de nouvelles données venues de Chine et des régions voisines dans la représentation du monde. Le concept de la taille et de la richesse de l'Asie s'en trouva renforcé, stimulant chez les Européens une volonté d'élargir leurs horizons. L'influence culturelle de ce manuscrit toucha aussi les récits littéraires, les arts et la pensée européenne. Le témoignage de Marco Polo contribua à l'enrichissement des bestiaires médiévaux, des encyclopédies et des ouvrages géographiques. Il introduisit dans la littérature des éléments concrets sur des peuples et des pratiques jusqu'alors peu connus. Cette intégration accrut à la fois la richesse du patrimoine intellectuel européen et la curiosité pour les autres cultures. La diffusion progressive du Livre des Merveilles coïncida également avec un contexte politique européen en mutation. Nombre de principautés cherchaient à renforcer leur puissance par des alliances commerciales ou militaires avec l'Orient. Les informations apportées par Marco Polo sur la Mongolie et la Chine participaient au développement d'orientations diplomatiques nouvelles, façonnant les stratégies de certains États. Ce texte fut ainsi un vecteur d'influence bien au-delà de la simple narration de voyage. Une autre conséquence majeure réside dans la stimulation des explorations maritimes, qui allait profondément transformer la géopolitique mondiale. Le Livre des Merveilles nourrit un imaginaire propice à la quête de nouvelles routes. Un imaginaire complété par d'autres sources, mais qui doit beaucoup au témoignage de Marco Polo. Les découvertes de nouveaux continents, la redéfinition des échanges commerciaux et la confrontation avec des mondes inconnus furent en partie préfigurés par cette diffusion intellectuelle. En résumé, le Livre des Merveilles a exercé une influence multidimensionnelle sur l'Europe. Il transforma les représentations géographiques, encouragea les explorations, nourrissait la curiosité culturelle et joua un rôle non négligeable dans les plans économiques et politiques. Par son récit, Marco Polo devint une figure emblématique d'une époque en pleine expansion, jetant des bases pour une connexion plus étroite entre l'Europe et l'Asie, relation qui allait marquer durablement les siècles à venir. Cette étude montre que le pouvoir des récits peut dépasser le simple témoignage personnel. L'œuvre de Marco Polo apparaît comme une pierre angulaire dans la construction de connaissances, un pont entre deux mondes aux cultures différentes. La diffusion de son récit, malgré quelques prudences critiques, fut fondamentale pour orienter les mentalités vers une ouverture progressive à l'altérité. À travers les siècles, cette dynamique s'inscrivit dans une continuité qui allait déboucher sur des découvertes majeures et des échanges mondiaux renouvelés. Le passage de l'Asie à l'Europe ne fut donc pas instantané ni univoque. Il s'inséra dans un contexte complexe où les savoirs, les mythes, les intérêts économiques et les enjeux politiques se retrouvaient entremêlés. Le Livre des Merveilles incarna cette rencontre multiple, faisant toucher du doigt à l'Europe une autre réalité, moins fantasmée, plus concrète. Ce mouvement contribua à modifier durablement la carte du monde connue en jetant les fondations d'une époque nouvelle d'exploration et de connaissance. Alors que cette transition s'opérait progressivement, il était naturel que le regard européen sur l'Orient reste encore marqué par des impressions mêlées. Certaines perspectives restaient encore engluées dans des récits fantaisistes, tandis que d'autres s'appuyaient sur des observations empiriques. Le témoignage de Marco Polo joua alors un rôle d'équilibre, permettant une meilleure compréhension globale, même si le chemin vers une connaissance complète restait à parcourir. Ce lent processus allait se poursuivre dans les siècles suivants avec d'autres voyages et d'autres récits. On peut donc affirmer que l'importance historique du Livre des Merveilles dépasse largement la simple documentation d'un périple. Il agit comme un catalyseur stimulant la soif de savoir et d'aventure, donnant aux Européens des repères indispensables pour s'engager dans de nouvelles explorations. Cette influence perdura au-delà de la Renaissance, marquant d'une empreinte durable la géographie, la science et la culture européenne. L'héritage de Marco Polo se perpétue ainsi dans la mémoire collective des explorateurs et des savants. Cette prise de conscience nouvelle d'un monde vaste et complexe contribua également à enrichir les débats intellectuels de l'époque.
Les écrits sur l'Orient suscitèrent curiosité et discussion parmi les théologiens, les historiens et les philosophes. On y débattait des origines, des coutumes et des religions rencontrées, confrontant les visions médiévales avec les réalités rapportées. Le livre des merveilles servit ainsi de point de départ à une réflexion plus approfondie sur la diversité humaine et les interactions entre sociétés différentes. Enfin, l'aventure de Marco Polo, bien que située dans un cadre historique précis, a traversé le temps grâce à la diffusion de ce manuscrit. Il ose un récit qui marqua une rupture avec les connaissances traditionnelles, annonçant la fin progressive d'une Europe refermée sur elle-même. En incitant à regarder au-delà des frontières connues, il soulignait l'importance de l'ouverture et de l'échange pour le progrès des civilisations. Ce message perdure sous une autre forme dans les explorations qui suivirent, jusqu'à l'ère moderne. Dans ce cheminement vers une compréhension élargie du monde, chaque récit et chaque savoir accumulé jouaient un rôle complémentaire. La place accordée au livre des merveilles reste essentielle pour saisir la dynamique culturelle et intellectuelle de cette époque charnière. En préparant le terrain aux grandes découvertes, ce manuscrit incarne la rencontre fertile entre curiosité individuelle et mouvement collectif. Ainsi, l'histoire de Marco Polo continue d'inciter à une approche réfléchie des relations entre les peuples et les territoires. Il est désormais possible de comprendre comment, à travers la diffusion et la réception du livre des merveilles, s'est construite une part importante de la conscience européenne moderne. Ce récit éclaira des chemins inconnus, alimenta des rêves d'aventure, tout en apportant des savoirs concrets qui s'avérèrent fondamentaux. Cette double facette en fait une œuvre majeure dans l'histoire des idées et des explorations, un guide fidèle à travers le temps vers les horizons lointains. Ce processus d'intégration et d'influence permit à l'Europe de se positionner progressivement face à un monde plus vaste, complexe et diversifié. Les récits comme celui de Marco Polo stimulaient l'imagination, tout en imposant une rigueur d'observation nouvelle. L'équilibre entre curiosité et critique favorisa l'émergence d'une pensée géographique et culturelle au fondement solide. Cette évolution significative annonce la modernité dans la manière d'envisager la planète et ses habitants. Les siècles qui suivirent virent la multiplication des voyages et l'accroissement des connaissances, confirmation indirecte de l'importance du livre des merveilles. L'influence de Marco Polo se manifesta aussi par la reconnaissance croissante des routes commerciales terrestres et maritimes vers l'Asie. Ce legs historique prépara ainsi l'Europe aux échanges globaux, facilitant l'émergence du capitalisme marchand et la création de réseaux internationaux. Le manuscrit apparaît alors comme une clé dans l'histoire de la mondialisation. C'est avec cette perspective que la contribution du livre des merveilles peut être appréciée pleinement. Un ouvrage qui dépasse son rôle initial pour devenir un moteur de transformation. En incitant à regarder différemment le monde, il ouvre la voie à un futur marqué par l'exploration continue et l'enrichissement mutuel. Cette évolution progressive contribue à forger l'identité européenne dans ses dimensions intellectuelles, économiques et culturelles. Une identité toujours en dialogue avec les autres. Au terme de cette analyse, il est clair que la résonance du récit de Marco Polo dans la culture européenne fut profonde et durable. La diffusion de ces expériences enrichit le patrimoine commun et influence non seulement la géographie, mais aussi les modes de pensée. Alors que les frontières du connu s'élargissaient, ce témoignage unique faisait éclore de nouvelles ambitions, préparant le terrain pour l'entrée dans une ère d'expansion et d'ouverture sans précédent. Le passage au chapitre suivant permettra d'examiner plus en détail les conséquences directes de ces transformations. En particulier, les missions d'exploration maritime qui révolutionnèrent les échanges et la communication entre continents. On y découvrira comment les inspirations fournies par Marco Polo prirent corps dans les voyages des grands explorateurs, façonnant le monde moderne. Ainsi s'ouvre une nouvelle étape dans la compréhension des relations entre l'Europe et l'Asie, prolongement naturel du parcours initié par le livre des merveilles. Les critiques et débats autour de l'authenticité du voyage. Depuis plusieurs siècles,
le récit du voyage de Marco Polo suscite admiration et interrogation. Certains historiens questionnent l'authenticité de ces aventures, suggérant que ces récits pourraient être une compilation de légendes étudiées ou de sources empruntées plutôt que de témoignages directs. Ces sceptiques relèvent notamment l'absence de mention du Grand Muraille de Chine, pourtant une structure emblématique dans les écrits attribués à Polo, ainsi que le spectacle rare décrit des usages et coutumes polythéistes, alors qu'ils étaient bien connus à l'époque. D'autres pointent l'omission de certaines cités majeures, ce qui invite à réfléchir à la nature même de ce périple. En revanche, plusieurs défenseurs célèbrent la profondeur des descriptions fournies par Marco Polo et considèrent ses écrits comme une source précieuse de connaissances sur l'Asie médiévale. Ils soulignent que ses observations sur la politique mongole, les systèmes commerciaux, ainsi que sur les techniques culturelles et artisanales sont difficilement accessibles sans une expérience vécue. Quant aux éléments oubliés, ces historiens avancent que les omissions peuvent s'expliquer par des choix éditoriaux ou une focalisation sur certains aspects jugés plus pertinents par l'auteur et son scripteur, Rustichello da Pise. La vérité se trouve peut-être dans une zone intermédiaire où Marco Polo, bien qu'ayant effectivement effectué un long voyage en Orient, aurait intégré diverses sources secondaires pour enrichir son récit. Cette hypothèse s'appuie notamment sur la nature collaborative de son célèbre « Livre des merveilles », rédigé alors qu'il était prisonnier. Ce contexte pourrait expliquer à la fois la richesse des détails et certaines inexactitudes ou oublis qui ont alimenté le débat historique. Par ailleurs, la tradition orale et les contacts avec d'autres voyageurs avant lui auraient pu influencer la manière dont il a raconté son périple. Il est également important de noter l'influence du récit de Marco Polo sur la cartographie et les connaissances géographiques en Europe. Son ouvrage a contribué à dissiper de nombreuses idées reçues et à inspirer de futurs explorateurs. Que son témoignage soit parfaitement exact ou partiellement embelli, il a nourri pendant plusieurs siècles la curiosité envers l'Orient, en fournissant une vision relativement complète et cohérente du monde asiatique jusqu'alors méconnu sur le continent européen. Ce rôle historique ne fait pas de doute, même si certains détails restent controversés. Les arguments en faveur de l'authenticité s'appuient ainsi souvent sur des recoupements avec des sources chinoises et mongoles, qui confirment la présence d'étrangers à la cour de Kubilai Khan, personnage central des récits de Polo. Ces documents attestent de voyages de diplomates ou de marchands occidentaux vers ces territoires, ce qui rejoint ce que décrit le Vénitien. Les échanges culturels et commerciaux entre l'Orient et l'Occident étaient alors beaucoup plus dynamiques que ce que l'on imagine parfois, rendant plausible la traversée de routes complexes menée par Marco Polo et sa famille. À l'inverse, certains critiques dénoncent une certaine naïveté dans le livre qui attribue parfois au Khan des décisions relevant plus des préoccupations féodales européennes que de la réalité administrative mongole. Ils interprètent cela comme une preuve que Polo retranscrivait ce qu'il avait entendu au travers d'intermédiaires ou d'images simplifiées. En somme, cette vision idéale pouvait satisfaire la curiosité du public occidental, tout en dissimulant une réalité plus contrastée et moins héroïque que prévu. Les débats autour de la véracité des voyages de Marco Polo se cristallisent aussi sur l'absence de preuves matérielles directes. Aucun artefact ou document concret, clairement attribuable aux voyageurs vénitiens, n'a été découvert dans la région asiatique. Néanmoins, il faut prendre en compte la nature même des échanges de cette époque, où la transmission d'objets précieux était limitée par les conditions politiques et géographiques, et où la documentation écrite était rare et fragile. Cette réalité renforce le défi que représente la validation historique pure de son périple. Malgré ces incertitudes, il est indéniable que le Livre des merveilles a eu une portée exceptionnelle. Il a ouvert l'Europe à une nouvelle représentation du monde, présentant l'Asie non plus comme un territoire mythique, mais comme une réalité diversifiée et complexe. Ce changement de perspective a provoqué un élargissement des horizons cartographiques, scientifiques et culturels qui a préparé le terrain aux grandes découvertes des siècles suivants. Le travail de Polo
reste ainsi un pilier majeur dans l'histoire de l'exploration mondiale. La figure de Marco Polo a par ailleurs inspiré de nombreux récits et recherches, contribuant à une légende qui dépasse l'exactitude historique. Cette dimension mythique, tout en nuisant parfois à la rigueur académique, témoigne de l'impact et de la fascination qu'exerce encore aujourd'hui cette épopée. La frontière entre fait et fiction n'est jamais complètement tranchée, mais cette ambiguïté fait partie intégrante de l'histoire des explorateurs médiévaux et de leur transmission culturelle. Dans le même ordre d'idées, certains détails étonnants contenus dans ces récits ont récemment fait l'objet d'analyses approfondies grâce à l'archéologie et aux études linguistiques. Des noms de lieux précis, des descriptions de techniques artisanales ou agricoles, et des informations sur les coutumes locales concordent fréquemment avec les données issues de fouilles et d'autres documents historiques chinois ou persans. Ces éléments renforcent la crédibilité relative du témoignage et invitent à nuancer le scepticisme qui fut longtemps dominant. Il convient aussi de considérer le contexte intellectuel et politique de la rédaction du Livre des Merveilles. Le Moyen-Âge européen était alors caractérisé par un fort intérêt pour les récits de voyage et les merveilles du monde, souvent teintés d'exotisme et d'imagination. Le rôle du scripteur Rustichello da Pise, maître dans l'art de la narration chevaleresque, a pu modifier la présentation des expériences rapportées pour les rendre plus accessibles ou captivantes pour son public. Cette dimension éditoriale explique en partie l'équilibre entre réalité et élaboration romanesque. Une autre piste d'interprétation met en avant la fonction diplomatique des voyages de Polo, qui auraient pu œuvrer davantage à titre d'ambassadeur que de simples voyageurs, ce qui justifierait une certaine retenue dans ses descriptions. On imagine que son objectif premier n'était pas de rédiger un rapport exhaustif, mais de favoriser les échanges et les alliances entre mondes culturellement très différents. Cette vocation diplomatique transcende parfois le souci du détail et favorise une narration synthétique et thématique plutôt qu'une énumération chronologique rigoureuse. Cette série d'arguments montre la complexité de la question et le rôle central de Marco Polo dans la dynamique d'ouverture de son époque. Le poids des enjeux économiques, politiques et culturels au Moyen-Âge conditionne la valeur accordée au récit. Il paraît difficile de démêler avec certitude l'intégralité du vrai du fictif. Mais l'essentiel réside probablement dans la contribution à une meilleure compréhension mutuelle entre l'Orient et l'Occident. Par conséquent, les critiques et débats autour de ce voyage ne fragilisent pas tant la valeur du témoignage que son interprétation. Le destin du Livre des Merveilles illustre également les difficultés inhérentes à la transmission historique au Moyen-Âge. Les manuscrits multiples, les traductions successives et la circulation dans différentes régions d'Europe ont pu entraîner altérations et omissions, modifiant parfois le sens initial. La richesse des versions conservées montre l'intérêt que suscite ce récit au fil du temps, renforçant la place de Marco Polo dans la mémoire collective malgré les controverses. Ainsi, la réflexion actuelle s'oriente vers une approche pluridisciplinaire, mêlant analyse textuelle, études comparatives des sources asiatiques et recherches archéologiques. Ce regard révisé permet d'apprécier la complexité des échanges médiévaux et d'adopter une perspective moins manichéenne. Le voyage de Marco Polo, qu'il soit réel ou partiellement imaginé, demeure un point de départ incontournable pour saisir l'évolution des consciences européennes par rapport à l'Asie. Finalement, il est possible de considérer que l'importance historique de Marco Polo ne réside pas uniquement dans la véracité absolue de chaque détail, mais dans la portée symbolique de son récit. Il a ouvert la voie à une nouvelle cartographie du monde et une réflexion interculturelle essentielle à l'époque moderne. Cette lecture éclaire les tensions entre réalité et image qui traversent l'histoire des explorateurs et nourrit ainsi une méditation sur la manière dont le passé est raconté. Une telle mesure prépare naturellement la transition vers les développements ultérieurs examinés dans la suite. L'héritage de Marco Polo dans l'histoire mondiale. L'expérience personnelle de Marco Polo à la cour de Kubilai Khan, le grand empereur mongol, constitue une source d'informations précieuse,
car elle offre un regard direct sur un pouvoir politique et culturel encore peu connu en Occident. Ce séjour a été l'occasion de découvrir les structures sociales, administratives et économiques inédites qui présidaient à l'organisation de cet immense territoire. La précision de ces observations, dénuées d'exagérations spectaculaires, a conféré au récit une authenticité qui fascinait les lecteurs européens. Par ailleurs, la contribution de Marco Polo dépasse la simple dimension descriptive. En ouvrant une fenêtre sur des terres éloignées, il a indirectement stimulé le développement des échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Les informations fournies sur la production de soie, les épices, les métaux précieux et autres marchandises ont suscité un intérêt grandissant parmi les marchands et les explorateurs, motivant notamment les grandes expéditions ultérieures vers l'Asie. Sa narration a ainsi été un facteur déclencheur dans la formation de nouvelles routes maritimes et terrestres. Il importe également de retenir que le récit de Marco Polo a contribué à démystifier certaines idées erronées enracinées dans l'imaginaire européen. Par exemple, ses descriptions éloquentes, quoique concises, de la ville de Khanbalik, aujourd'hui Pékin, et de ses infrastructures sophistiquées, ont remis en cause les préjugés sur le retard culturel présumé des peuples non européens. Cette approche factuelle a favorisé un regard plus nuancé, fondé sur des observations concrètes plutôt que sur des stéréotypes. La portée de son témoignage s'inscrit aussi dans le contexte historique des grandes découvertes. Bien que la route maritime vers l'Asie n'ait été établie qu'au XVe siècle, le récit de Marco Polo a servi d'inspiration pour des explorateurs tels que Christophe Colomb, qui considérait ces descriptions comme un guide précieux pour la recherche de nouvelles terres et de sources de richesse. Son influence sur l'imaginaire collectif européen aide à comprendre comment s'est générée l'envie d'exploration et de conquête des territoires inconnus. Dans le domaine culturel, son œuvre a été traduite dans plusieurs langues et a circulé largement, impactant la littérature, la cartographie et même les sciences. Les cartes du XIIIe et XIVe siècle se sont enrichies de données nouvelles grâce à ces récits, facilitant une représentation plus fidèle du monde connu. Le dialogue interculturel initié par ces témoignages a favorisé une certaine curiosité intellectuelle envers les civilisations orientales, ouvrant la voie à des études comparatives plus approfondies. Le fait que Marco Polo ait voyagé en compagnie de son père Niccolo et de son oncle Maffeo souligne aussi l'importance des dynamiques familiales dans l'entreprise de découverte. Ce voyage, qui a duré plusieurs années, a nécessité une grande endurance, un sens aigu de l'adaptation et une capacité à nouer des relations dans des environnements variés. Leur collaboration illustre comment les connaissances et les expériences se transmettent à travers les générations, enrichissant ainsi le patrimoine collectif. Par ailleurs, il est nécessaire de reconnaître que l'œuvre de Marco Polo a été sujette à controverses et débats. Certains contemporains et chercheurs ultérieurs doutaient de la véracité de ces récits, les jugeant parfois exagérés ou fantaisistes. Cependant, des découvertes archéologiques et des études historiques récentes ont permis de valider nombre de ces observations, renforçant ainsi la crédibilité de son témoignage. Ce processus illustre la complexité de l'évaluation des sources historiques anciennes. Le parcours monumental de Marco Polo est également marqué par son retour en Europe au bout de 24 années d'absence. La restitution de ses expériences à Venise a enrichi la mémoire collective et contribué à la formation d'une conscience nouvelle dans la perception de l'espace mondial. Ce retour fut à la fois un aboutissement personnel et une étape clé pour la diffusion des connaissances entre deux mondes géographiquement lointains, mais désormais connectés par ces récits. Enfin, l'impact durable de Marco Polo se mesure dans le fait que son nom reste aujourd'hui associé à la figure emblématique de l'explorateur infatigable et du pont entre l'Orient et l'Occident. Cette image perdure dans l'imaginaire populaire, scientifique et culturel, soulignant combien son voyage a transformé la cartographie intellectuelle et commerciale de l'époque. La trace qu'il a laissée dans l'histoire mondiale témoigne d'une ouverture progressive à la diversité
et à la complexité des civilisations humaines. À travers ce récit historique, il est possible d'apprécier le rôle fondamental de Marco Polo dans la redéfinition des frontières entre les continents et dans l'essor des échanges interculturels. Son voyage ne fut pas seulement une aventure personnelle, mais un vecteur d'enrichissement collectif qui a contribué à un monde plus connecté et plus compréhensif. Ainsi, son héritage continue d'influencer les perspectives contemporaines sur la globalisation et les rencontres entre peuples. Le temps n'a pas effacé la valeur de son expérience ni la pertinence de ses observations. En suivant les traces de cet incroyable périple, il convient de reconnaître l'importance des voyages d'exploration pour le progrès humain et la diffusion du savoir. L'histoire de Marco Polo demeure un témoignage précieux de la manière dont la curiosité et le courage peuvent engendrer des transformations majeures dans la connaissance du monde. Ce voyage représente un exemple inspirant de l'interdépendance entre les cultures et démontre comment, dès le Moyen Âge, des hommes ont su dépasser les barrières géographiques et culturelles pour créer des liens durables. Il invite à réfléchir sur la richesse des échanges que suppose la rencontre avec l'autre, à une époque où les distances et les différences paraissaient infranchissables. C'est ce qui rend cette chronique à la fois historique et universelle. Avec ces considérations, le chapitre suivant abordera les répercussions spécifiques de ces échanges sur le développement du commerce maritime au cours des siècles suivants, mettant en lumière les mutations économiques qui ont préparé l'ère moderne. Cette transition permettra de comprendre comment l'esprit de découverte s'est perpétué dans les initiatives ultérieures et comment le chemin tracé par Marco Polo a été exploré par d'autres aventuriers et marchands.